je vais passer maintenant la parole à Pascal qui va nous parler maintenant des particularités du remorquage en ULM. À toi la parole, Pascal. Eh bien, rebonsoir. Je vais juste essayer de retrouver mes petits au niveau de mon écran. Voilà. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses sur les ELM et je vais essayer d'en rajouter quelques-unes sans trop faire de redites. Pourquoi ce focus sur les ULM? Eh bien, d'abord, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les positions, vous avez vu qu'il y avait quelques secondes, il y avait une petite remarque sur les ULM que lorsqu'on parcourt les REX, on s'aperçoit que la Commission de sécurité des vols répond parfois en disant que les ULM avaient des particularités. Et enfin, lorsqu'on compulse la base de données du BEA, on s'aperçoit que en proportion, il y a quand même eu un tout petit peu plus d'accidents avec des ULM qu'avec des remorqueurs avions. Alors, la base de données est relativement faible. Je n'irai pas jusqu'à établir une causalité directe, mais la commission a pensé qu'il fallait quand même se pencher un tout petit peu sur le sujet. Dans le cadre global du remorquage, un petit focus sur l'ULM était intéressant. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que dans le guide pratique du pilote remorqueur, qui est le livre de chevet de la majorité d'entre vous, je suppose, il y a 2 pages spécifiquement consacrées à l'ULM, le chapitre 2, page 24 de l'édition actuelle, et le relire au minimum au début de saison n'est sans doute pas superflu. Alors, je vais d'abord faire un rappel de quelques points pratiques de ce chapitre, et comme tout rappel, ça commence par de la réglementation. Je vais en prendre quelques petits exemples uniquement. Je parlerai pas des prérequis pour être pilote remorqueur en ULM, etc. Je parlerai peut-être de ce que vous connaissez peut-être un peu moins, sauf ceux qui s'occupent vraiment de l'organisation dans leur club. L'organisme doit disposer d'un manuel d'exploitation euh, spécifique pour l'exploitation de remorquage en ULM. Ce manuel, il en existe un manuel générique de la FMVP qui est adapté, il est disponible sur l'ATO du CNVV. Enfin, le manuel définit entre autres, et ça vous intéressera plus particulièrement, votre formation initiale, votre formation récurrente, puisque là, il y a vraiment une formation récurrente qui est définie avec un maintien des compétences. Et enfin, l'expérience récente, puisque l'expérience récente avion est définie dans le règlement européen et l'expérience récente ULM doit être définie par l'exploitant. Donc, quelques petites particularités par rapport à ce qui se passe quand on utilise des remorqueurs avions. Ces petits rappels réglementaires étant faits, parlons plutôt de choses pratiques. En utilisation, les ULM sont forcément, de par leur conception, limitées par une masse maximale souvent assez faible. Ces masses faibles peuvent entraîner soit des limitations d'emport de carburant, soit empêcher de faire de l'instruction, ou de faire de l'instruction avec des quantités carburant très très faibles, donc une menace importante lors des vols d'instruction. Tous les ULM présentent également des masses maximales de planeurs à remorquer. Naturellement, l'ensemble de ces limitations est à respecter lorsqu'on vole lors des journées de vol. On a déjà parlé des écarts de masse liés au fait que la masse des remorqueurs diminuait, d'autant plus qu'avec les ULM, et que les planeurs devenaient de plus en plus lourds. Pour les ULM, il y a obligation de la présence d'un fusible, donc vérifier en prévol que c'est bien le bon fusible, qu'il est en bon état. On nous a rapporté des problèmes de propreté du fourreau dans lequel était le fusible, et donc la vérification était complexe. Des petits soucis de gestion moteur possibles, je reviens en arrière rapidement, je vais laisser comme ça. Problème de gestion moteur, le risque de survitesse car on utilise des hélices petits pas, des gestions de température peut-être un petit peu plus complexes. Et enfin, certains ULM sont équipés d'un parachute à fusée. Ce parachute, il a un domaine d'utilisation, donc pensez à le connaître.
des risques de confusion de poignées. On a vu tout à l'heure un avion avec 3 poignées, en voilà une quatrième. Et enfin, il y a l'aspect pyrotechnique à ne pas négliger en cas d'incident, voire d'accident. Un ULM qui se retrouve sur le ventre ou dans un fossé, c'est pas, il faut être assez prudent en l'approchant. D'autant plus que souvent, il n'y a pas de marque extérieure qui indique s'il y a un parachute présent ou pas. Dans les autres particularités, on peut noter que certains ULM dans leur manuel ont des configurations de décollage, par exemple, différentes en fonction des masses remorquées, et que il y a naturellement des soucis, on en a déjà parlé, des vitesses de montée avec l'ULM qui décolle avant le planeur, qui doit respecter un palier d'accélération pour rechercher la vitesse de montée décidée en commun avec le pilote du planeur. Sur ce point, Lucien a déjà abordé un point qui est le fait les gens qui font de l'avion et de l'ULM. On peut aussi parler d'une autre menace, c'est les gens qui font de l'ULM en dehors du remorquage, et donc les procédures de décollage sont pas tout à fait les mêmes à prendre en compte lorsqu'on commence une journée de remorquage. Enfin, le nombre d'avions remorqueurs à aile haute a tendance à diminuer, mais ils sont remplacés par des ULM à aile haute avec Lucien a parlé des problèmes de visibilité vers l'avant en remorquage, et là on retrouve des avions en fonction des vitrages, enfin de plexiglas qui est mis en place, avec des problèmes de visibilité vers l'arrière qui sont un petit peu réduits, des angles morts. Alors pilotage de l'ULM et de l'attache, je vais revenir un tout petit peu sur l'étude dont a parlé Francis en introduction, enfin pardon, lorsqu'il a parlé des positions hautes. Je ne reviendrai pas sur la définition de ce qu'on appelle la convenience box, c'est-à-dire la boîte dans laquelle devrait se retrouver le planeur. On va plutôt parler des différences de pilotage pour le pilote de l'ULM, en fonction du fait que le planeur se trouve dans la box ou en dehors de la box. Il a été noté lors des essais comparatifs faits par les Suisses sur le sujet que le pilotage en ULM était un peu plus exigeant, car que le pilotage en avion, même lorsque le planeur est dans cette box, parce que toute modification d'assiette influe directement sur la vitesse de remorquage. Et au décollage, il faut maintenir le palier, on en a déjà parlé. Je vais pas revenir là-dessus. En fait, il y a des choses qui sont liées au fait que ce qu'on appelle le sillage est légèrement différent. C'est lié aux charges à l'air des avions. Les sillages sont légèrement différents. Et en avion, en fait, le pilote de planeur a une meilleure facilité à rester dans la convenient box qu'au niveau de l'ULM où c'est un petit peu plus délicat, il a tendance à en sortir. Et quand il sort de la convenience box, les modifications d'assiette impliquées sur l'ULM par la position du planeur peuvent nécessiter pour le pilote d'ULM des corrections assez importantes, beaucoup plus importantes que ce qu'on peut connaître en avion, et que cela peut aller jusqu'à obliger, sans que le planeur soit en position haute, mais ça peut obliger l'ULM à prendre des trajectoires descendantes et donc des risques que le planeur aille à partir de là en position haute. Ils ont également fait des comparaisons sur le pilotage du planeur à ce niveau-là. On y reviendra sans doute quand on parlera avec les pilotes de planeur. C'est pas le but ce soir de la présentation. On a déjà parlé également des différences de masse et il a été noté que les attelages ULM planeurs sont légèrement plus instables lors d'influences extérieures, que ce soit de la turbulence, les thermiques ou d'effets secondaires liés aux détentes intempestives du câble. Un remorqueur plus lourd stabilise nettement l'attelage. Ce phénomène peut être contré. Tout à l'heure, il y a des questions sur les câbles. Alors, ce phénomène d'instabilité de l'attelage lié à l'ULM peut être contré en utilisant des câbles longs, donc entre 55 et 60 mètres minimum. Donc, attention aux remorqués en fin de saison où le câble a cassé plusieurs fois. Et il a noté également que Tost fournit un câble spécifique pour les ULM qui répond également à cette problématique d'instabilité. Enfin, on en a déjà parlé, mais je vais revenir un tout petit peu dessus, sur la position du crochet sur le planeur. Lorsque le planeur utilise un crochet de nez, en fait, tout écart créé au niveau de sa position va créer un moment de rappel et va avoir tendance, dans une certaine mesure, à le ramener vers sa position correcte. Lorsque on utilise le crochet ventral, le crochet de treuil,
fait, il n'y a naturellement aucun moment de rappel qui est créé, et d'autre part, il n'y a aucun. Du coup, le pilote de planeur a une position plus instable, et également, il n'a pas de retour sur aux commandes, il n'a pas de retour d'effort pour savoir s'il est en train de sortir d'une position ou pas. Il n'y a pas de feedback. L'attelage est nettement plus instable. Et donc, la combinaison des deux doit être un point d'alerte pour les pilotes et de planeur et de l'ULM, parce qu'on peut considérer que la stabilité est nettement diminuée. Enfin, un dernier point, on a vu que le ULM, du fait de sa faible inertie, nécessitait un pilotage plus actif pour ne pas entraîner la déstabilisation de l'attelage, qu'il nécessite une attention plus soutenue parce que il va falloir surveiller peut-être un tout petit peu plus la position du planeur pour éviter que de mettre le pilote de planeur en capacité, entre guillemets, de sortir de la convenience box. Et donc, on peut penser qu'il y a un risque accru de fatigue lié au pilotage lorsqu'on enchaîne les remorqueurs en ULM, peut-être un peu plus qu'en avion. Et ça s'ajoute naturellement aux causes habituelles que seraient la chaleur, l'attente, la déshydratation, la poussière dont a parlé Francis tout à l'heure. Je propose de retenir des points clés sur ce sujet qui sont avoir conscience des particularités spécifiques à l'ULM dont on vient de parler, proposer aux pilotes de planeur une plateforme la plus stable possible. Je reviens sur mon histoire de menace, éviter d'être une menace pour le pilote de planeur. Et enfin, nécessité d'avoir une attention peut-être un peu plus soutenue, penser au risque fatigue. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bons vols. Eh bien, merci Pascal. On est tout à fait dans les temps. Donc, François, si tu as des questions, on a au moins 10 minutes là pour poser des questions avant de passer à la conclusion. Eh bien, je n'ai pas trop de questions, mais j'en ai quand même quelques-unes. La question sur les angles morts du LM, certains disent qu'on n'est pas sur un appareil CDN, donc on peut rajouter un rétro. C'est ce que certains ont fait à droite, notamment sur le dynamique, pour augmenter le champ visuel vers l'arrière. Et puis les questions reviennent à fond sur les fusibles sur les câbles, si oui, lesquels? Première question. Et la deuxième, est-ce une obligation réglementaire? Et là, je pense que c'est plutôt le manuel de vol qui le précise, mais le BEA s'intéresse lors des accidents à ce qui est inscrit dans le manuel de vol. Donc peut-être à Francis de répondre à ces deux questions fusibles. Alors, je peux juste dire un petit mot avant que Francis réponde. Les manuels de vol précisent les types de fusibles. Donc, c'est plutôt les manuels de vol ULM qui précisent le type de fusible. Alors, il y a des planeurs qui demandent à ce qu'il y ait un fusible au câble. Je pense au K21. Sinon, je développerai dans ma conclusion. J'ai une question qui vient de se poser. Peut-on ajouter une caméra en remplacement du rétroviseur? Existe-t-il une CS STAN, puisque sur un avion certifié, il faut une autorisation? Et donc, il y a déjà eu des essais sur un MCR ULM, et je crois que ça fait partie des pistes de réflexion de la commission. Oui. Michel, tu es là? Oui, je suis là, oui. Tu peux répondre à cette histoire de caméra? Nous sommes en train de travailler sur les caméras, essentiellement sur les ULM, et sur les avions, oui, il y a la possibilité avec des CS-STAN, mais je suis en train de me renseigner auprès de l'autorité pour connaître les modalités. Une autre question qui vient de se poser, existe-t-il des ABAC sur la limitation au remorquage de l'ULM en fonction de la température et de la masse de l'ULM? Ça n'existe pas forcément en avion, je ne suis pas sûr que ça existe en ULM, si quelqu'un peut répondre. Non. Donc, pas de réponse. Non, après, c'est quid de la baisse des prérequis pour débuter la formation remorqueur, puisque désormais, avec l'Europe, il n'y a plus besoin d'être pilote planeur, mais 5 vols en planeur seulement. Est-ce qu'il y a déjà des retours sur cette diminution, on va dire, des prérequis pour devenir pilote remorqueur? Les retours, ça serait des retours d'expérience en fait. Voilà, des retours d'expérience. Voilà. Donc pour l'instant non, parce qu'il y a pas beaucoup de recul, mais de toute façon c'est vrai aussi pour d'autres domaines. Si vous regardez une USPL, quand on regarde ce qui est demandé pour une USPL, c'est très peu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette réglementation, l'esprit,
c'est de former les gens aux compétences. C'est-à-dire que les gens doivent être compétents pour ça. Et en réalité, ça signifie que parfois, certains pilotes ont une grosse expérience dans d'autres domaines et que c'est pas forcément nécessaire de refaire un cursus aussi poussé quelqu'un qui n'a jamais volé. Donc l'idée est là. Et en fait, après, on peut discuter de ça, hein, c'est sûr, mais pour le coup, ça repose vraiment sur les épaules des instructeurs et des responsables pédagogiques. Il faut qu'on forme les gens pour qu'ils soient compétents. Et on ne les lâchera pas tant qu'ils ne seront pas compétents. L'idée est là, en fait. Hein. Donc, en tant qu'instructeur, il y a une responsabilité, c'est sûr, qui est importante, mais qui a toujours été. On n'a jamais envoyé quelqu'un, on n'a jamais lâché quelqu'un si on estimait que c'était dangereux pour lui ou qu'il n'était pas suffisamment aguerri. Donc, alors, effectivement, on peut toujours discuter de cette logique. Il y en a assez, il n'y en a pas assez des heures de vol. Ça donnait un cadre, ça donne aussi une idée quand on était habitué à ça, nous, dans notre réglementation nationale. Ça fixait les idées, on va dire. Pour autant, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus d'heures et qui, malgré des minimums réglementaires qui étaient à l'époque plus hauts, eh bien, il y avait certains pilotes qui avaient besoin de faire beaucoup plus d'heures. Ils faisaient beaucoup plus d'heures. Donc, je ne pense pas qu'il faut pas l'aborder sous cet angle-là. La question, elle est, vraiment, on forme les gens pour qu'ils soient compétents. Ça peut être plus compliqué pour les responsables de club, encore une fois, si les gens disent, mais attends, tu ne m'as pas lâché, tu ne m'as pas qualifié alors que j'ai fait les heures. C'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais s'il ne réalise pas lui-même qu'il n'a pas le niveau, c'est un problème de conscience de la situation, pour le coup, là aussi. Voilà, je ne sais pas, Francis, si tu voulais ajouter quelque chose. Mais... Oui, je veux rajouter juste un petit truc. En fait, c'est deux philosophies qui s'affrontent. La philosophie française, on partait du principe que, allez, on va dire, je dis n'importe quoi, il faut 30 heures minimum, et avec ça, grosso modo, il sera compétent. En fait, la philosophie européenne n'est pas du tout ça, c'est une compétence. À la limite, on pourrait même enlever complètement les heures. Ouais. Si on était sûr que le système marche bien, et que les instructeurs et que les FE, après, disent qu'il est compétent, on n'a pas besoin d'heures. Mais bon, on est encore dans un système un tout petit peu hybride, quoi. Mais ce n'est pas parce qu'on a les heures qu'on est compétent. Je reprends la main avec une remarque, oui, pour les questions de performance qui étaient posées pour l'ULM. Effectivement, il y a le diagramme de Koch là, qui... Oui. Prend en compte l'altitude, la chaleur, l'attitude-densité, donc c'est adaptable à tout aéronef. Hein, donc on pourra le publier éventuellement pour ceux qui ne l'ont pas. Ça, c'est juste une remarque. Après, une question est, serait-il possible d'aller parfois remorquer dans un autre club pour avoir une pratique différente de son propre club? Je dirais que c'est une très bonne idée. Ouais. Non, mais c'est une super idée. Le problème, c'est que ça se traite de gré à gré, quoi. D'aller voir le club d'à côté et de leur proposer les services. Mais c'est une très bonne idée, effectivement, de voir autre chose. Et un point qui est un peu plus large, c'est personne ne parle des flarmes. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire au niveau du flarme? Et je rebondis un peu sur notre question, puisqu'il a été question au début de beaucoup de positions hautes, mais est-ce qu'il y a d'autres accidents liés au remorquage qui ne sont pas des positions hautes? Disons, les positions hautes, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire et ce qu'il y a de plus grave. Il y en a d'autres, hein. J'en ai un dans la tête. C'est l'année dernière, on a un avion qui est sorti de la piste. Bon, il n'y a pas eu de blessés, mais l'avion est détruit. Mais ces positions hautes, ça parle, c'est-à-dire souvent ça se termine ou par un décès ou alors par des blessures très graves, quoi. Et des problèmes de décision aussi, Francis, sur des décollages poursuivis, alors que manifestement, ça décollait. C'était pas possible de décoller. Donc, on a des avions qui ont fini en feu dans les arbres en bout de piste, quoi. Ouais, c'est ça. Et les flammes, donc on n'a pas répondu. Alors, si tu veux, les flammes, en fait, depuis 2012, depuis que la Fédé a rendu les flammes obligatoires, il n'y a pas eu d'accident avec un remorqueur. Avant, il y en a eu un paquet. C'est-à-dire, parce que le remorqueur, en fait, il coupe toutes les trajectoires. Lucien s'est un peu arrêté, enfin non, il a parlé de la descente, mais disons, en termes de risque,
la descente est un vrai risque parce qu'on coupe tous les niveaux et c'est là qu'il faut avoir effectivement une bonne visibilité et le flarm peut aider effectivement à trouver ça. Et depuis, je dirais, depuis que les flarms sont en place et qu'ils marchent, je dirais qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Alors après, il faut bien l'implanter, il faut le mettre à jour, mais je dirais que disons, ce n'est pas notre préoccupation première, mais peut-être que la personne qui a posé la question a peut-être une idée qui peut nous servir. Bien, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, François, je vais passer la parole. Tu vas la conserver, Francis, pour ta conclusion, puisque c'est maintenant l'heure de ta conclusion. D'accord. Bien. Écoutez, on est arrivé au terme. Je n'ai pas vu passer le temps. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, que les 4 sujets vous ont intéressé. J'espère que cela servira au niveau de la sécurité des vols. Maintenant, je voudrais vous parler un tout petit peu du plan d'action à long terme. Alors, pourquoi le plan d'action à long terme? Parce que ça va nous demander un peu de temps, un peu de travail. On ne fait pas ça au doigt mouillé. Alors, c'est là que je vais répondre à quelques questions. On pense mettre en place un groupe de travail, un groupe de réflexion, d'abord sur le matériel. Donc, le matériel, c'est l'accastillage, c'est-à-dire câble, fusible, rétro, caméra. Alors, je vais prendre ça un peu dans l'ordre. Les câbles, en fait, il n'y a pas de spécification réglementaire du câble. On voit bien que les gens, ils utilisent les câbles. Les câbles, on va dire, ils marchent. Souvent, c'est des câbles de bonne qualité en termes de résistance, mais est-ce que c'est exactement ce qu'on cherche? En fait, chaque fois qu'on a un accident lié à une position haute, le BEA nous pose la question souvent, pourquoi il n'y a pas de fusible? On a à peu près toujours la même question, la même réponse, pardon, qu'on dit que les fusibles souvent peuvent faire plus de mal que de bien. Je crois que maintenant il est temps d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire de vraiment chercher. Les Anglais, ils ont les fusibles. Donc, je réponds à la question. Les Anglais, ils ont les fusibles. Ils ont les fusibles ou du côté avion ou du côté planeur. Que vous le mettiez du côté avion ou que vous le mettiez du côté planeur, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Est-ce que dans une position haute, vous avez posé la question, est-ce que dans une position haute, le fusible aurait aidé? Pas sûr. J'en ai parlé tout à l'heure. Il reste peu d'énergie. C'est pas sûr que le fusible aurait cassé. Bon, donc, ensuite, il y a certainement, on avait déjà soulevé lors d'accidents précédents, il y a souvent le couple câble-fusible doit être appareillé. C'est-à-dire des problèmes d'élasticité, tout ça, ça doit être vu, ça doit être compris. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Le rétro, Lucien en a parlé. Donc, souvent, c'est des rétros, on ne voit pas bien, ça vibre. Bon, je ne parle pas s'il est sale, vous l'avez certainement nettoyé à l'après-vol, mais tout le reste, ce n'est pas net. Donc, est-ce qu'on n'a pas des possibilités plus modernes? On a soulevé le problème des caméras, Michel en a parlé. Donc, on est dessus. On va essayer de vous amener des réponses à ce sujet. Je pense que c'est tout de même un meilleur débouché que ça. Donc, le premier groupe de travail, c'est un groupe de travail sur le matériel. Deuxième groupe de travail, c'est un groupe sur les performances. Alors, c'est quoi les performances? C'est essentiellement, je dirais, les distances de décollage. Moi, j'étais un petit peu… Alors, on en a parlé tout à l'heure. Les planeurs sont de plus en plus lourds, même quand on ne le voit pas, mais quand ils ont plus de 100 litres ou 150 litres d'eau, c'est plus du tout le même planeur. Il faut l'arracher. La température, cet été, il a fait plus de 42 degrés. Donc, c'est plus du tout les conditions standards.
parfois il y a une toute petite brise avant-arrière, et ben, il y a un moment, ça ne passera plus. Donc, il y a un gros travail qui a déjà été fait par des personnes. Je pense qu'il faut prendre ce travail. C'est un travail actuellement qui est plus théorique. J'entends théorique parce qu'il n'est pas directement exploitable par le remorqueur. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est des abacs simples pour le remorqueur pour qu'il puisse, en toute connaissance de cause, prendre sa décision. Voilà, donc le deuxième groupe de travail, c'est un groupe de travail sur les performances, donc que ce soit avion ou ULM, hein, c'est pareil. Troisième groupe de travail, c'est sur les pilotes remorqueurs. Alors, je pense qu'il faut réfléchir sur quelles sont les bonnes pratiques pour les remorqueurs. Je pense au temps de pause, je pense l'hydratation, je pense à la visite médicale pour les pilotes ULM. Hein. Alors, autant je n'ai pas de problème avec une visite médicale pour un pilote ULM. Un pilote ULM qui remorque, moi, ça me pose problème. On a eu un accident mortel il n'y a pas longtemps sur un pilote ULM qui n'avait pas de visite médicale. Donc, je pense qu'il faut mettre au moins ce sujet sur la table. Alors, ce n'est pas la commission formation sécurité qui peut se prononcer là-dessus. On va s'associer la commission médicale hein, qui va nous dire c'est possible, c'est pas possible, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut le mettre sur la table. Le BEA l'avait mis sur la table. La DGAC en avait parlé. Donc, je pense qu'il faut en parler. Après, de ces trois groupes de travail, on fera un rapport et qu'on donnera au bureau directeur de la FFVP qui prendra ou ne prendra pas. Mais je dirais, nous on va au moins on verra ça sous le prisme de la technique. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Et les pilotes de planeur? Effectivement, on a bien vu que les pilotes remorqueurs, on va dire, on est relié par le câble, mais souvent, c'est le pilote de planeur qui génère la position haute. Donc, moi, ce que je demande tout de suite, c'est qu'on sensibilise sur les positions hautes. Tous les pilotes de planeur, on leur fait voir les vidéos des positions hautes et que le vol annuel qu'ils font avec un FI, qu'il en parle avec son FI, que le FI lui parle de la fenêtre de sécurité et qu'on travaille un petit peu le sujet là-dessus. Le vol annuel, il va servir à ça. Alors, pour les FI, en formation initiale, on va donner de l'aisance aux nouveaux FI parce qu'on a remarqué que souvent, ils ne sont pas à l'aise quand on leur demande un petit peu de se promener derrière le remorqueur. Donc, il faut leur donner de l'aisance. Et puis, en formation récurrente des FI, il faut qu'ils profitent des vols avec un autre FI pour peaufiner un peu cet exercice quand ils le présenteront correctement avec un autre FI. Alors, moi, je n'ai pas fait de dernière slide, mais j'ai 4 points qui sont simples, que vous pouvez mettre en place simplement dès demain matin. La première, c'est sensibiliser tous les acteurs aux positions hautes. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive chez tout le monde et tout de suite. Ensuite, avoir en tête les points critiques. Ce qu'a montré Lucien et qui a fait une analyse un peu analytique du vol, et qu'on applique les procédures. On voit, on n'a peut-être pas assez parlé de ça, c'est qu'en fait, tous les REX ou tous les incidents qu'on a eus, souvent en amont, il y avait une procédure. Je pense par exemple, le remorqueur qui commence à descendre et que le planeur est accroché, il y a une procédure. On regarde visuellement. Donc, appliquons déjà nos procédures et soyons rigoureux là-dessus. La troisième, c'est mettre en place un maintien des compétences des pilotes de remorqueurs. Véronique vous a parlé on est en train de réfléchir effectivement, de trouver une solution de souplesse. Je ne sais pas si ce sera demain, ce sera après-demain, j'en sais rien. On a bien compris le problème, on y travaille. Moi, ce que je vous demande, c'est également de prendre ce problème en main et de mettre en place un maintien des compétences, qu'on soit sur avion, ULM ou TMG, c'est pareil.
Et puis le dernier point, c'est avoir à l'esprit les particularités de l'ULM. Pascal vous a donné une petite méthode simple pour mettre en place le TEM, c'est PME. Enfin, moi, j'aime bien PME, mais il y en a qui aiment bien être assis dans l'avion, qui visualisent mieux, mais ayez ce réflexe-là. Voilà, moi, j'en ai terminé. J'espère qu'on ne vous a pas ennuyé pendant ces 2 heures. On a au moins tenu le timing. Écoutez, je vous souhaite déjà un bon début de saison. Soyez prudents, le Covid n'est toujours pas éradiqué. Donc, faites de bons remorquages en sécurité. Et puis encore, merci d'avoir assisté à ce séminaire. Bien, eh bien, Francis, merci pour ta conclusion. Comme je vous l'avais dit au départ, eh bien, je vais remettre l'image avec l'adresse pour aller récupérer les vidéos sur le site de la FFVP ou sur la chaîne YouTube Spiral. Et puis, donc, je laisse la réunion ouverte quelques minutes pour que vous puissiez mettre vos ressentis, vos remarques, vos critiques éventuelles sur ce webinaire en utilisant ce coup-ci la touche discussion et on prendra en compte toutes vos remarques. Voilà, au nom de tous les présentateurs qui ont été avec moi lors de ce webinaire, je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bons vols en sécurité, moi également. Merci beaucoup. Au revoir.